Bien, comme prévu et comme promis, une dernière session pour parler de deux choses qui, jusque-là, n'avaient pas de connexion réelle. Les 10 ans de Wikipédia et le pouvoir des femmes sur Internet. On a trouvé des liaisons, on a surtout trouvé des femmes pour en parler. Ici, aujourd'hui, ce soir, Florence Devoir, qui est membre du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation en France, et que vous allez applaudir, mais qui peut laisser son sac en bas de la scène. Accompagnée d'Isabelle Juppé, directrice du développement durable de Lagardère et surtout auteure il y a 3 ans déjà de La Femme numérique, de Catherine Morin-Desailly, sénatrice, vice-présidente de la commission de la culture, présidente de la commission médias et technologies du Sénat et vice-présidente de la délégation de l'égalité homme-femme. Autant dire qu'on aurait pu faire toute la soirée et tout le débat avec ces 3 casquettes. Et qui vient de me passer derrière, Natacha Kester-Séméon, blogueuse, entrepreneuse. Prenez des micros, asseyez-vous, faites comme chez vous. Avec un CV long comme le bras, si on n'en retient qu'une chose, c'est quoi? Oui, entrepreneuse et aussi cofondatrice du réseau féminin Girl Power 3.0. C'est mieux dans sa voix, évidemment. On aurait pu avoir une 6e femme ce soir. Oh, excusez-moi, Agnès Touraine, pardon. Cet événement finit beaucoup plus mal qu'il n'a commencé. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Agnès Touraine, présidente d'Actri Gaming et personnage fondateur du numérique en France. On va en reparler tout à l'heure. Une 6e femme manque à l'appel, elle était là un peu plus tôt, Véronique Morali de Terra Femina, qui est partenaire de cet événement, et aussi présidente du Women's Forum. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'est pas là. La bonne, c'est qu'elle n'est pas là pour une bonne raison, c'est qu'elle est à un conseil d'administration, parce que pour les femmes aussi, c'est possible. Et tout à coup, j'ai l'impression d'avoir l'âge de l'architecture du bâtiment. Un invité homme manque évidemment à l'appel, le fondateur de Wikipédia, qui a fêté le 15 janvier les 10 ans de l'encyclopédie participative, Jimmy Wales, et pourtant il est là quand même, car nous avons une interview réalisée il y a quelques jours pour le forum NetExplorateur. Hi, I'm Jimmy Wales. I'm the founder of Wikipedia, and unfortunately I can't be there with you today, but I certainly wanted to start off by expressing my thanks to the NetExplorateur Forum and UNESCO for hosting us so close to the 10th birthday of Wikipedia, which I think is quite an amazing thing to contemplate, that we've been here for 10 years. The topic of the forum today is about the questions of women and the internet and Wikipedia. And I think there's a few things to reflect on about that with respect to Wikipedia. One of the things that we consider to be a problem with Wikipedia is that we have over 80% men participating in Wikipedia. But one of the very interesting things about Wikipedia and women is the roles that women tend to play within the community. Although we don't have enough women, the women who we do have tend to come into leadership positions. We have, for example, Sue Gardner as the executive director of the Wikimedia Foundation, which is the charity that runs Wikipedia. You have here with you today Florence Devoir, a dear friend of mine who was formerly the chair of the Wikimedia Foundation and was one of the very early leaders of the Wikipedia community. And we can repeat this process many, many times across many languages. We find many of our local chapters are headed by women. We find within the community women play an instrumental role in leading the community forward and helping with policy and very complex intellectual debates about how to resolve conflict and things like this, as well as contributing content. So we think that women will play an increasing role in the future of Wikipedia, and that women have been already an instrumental part in finding ways for Wikipedia to become successful. So there's a lot of fertile ground for interesting discussion and debate, and I wish you all very well, and I'm, again, very, very sorry that I couldn't make it today.
I think the biggest key to success is the openness for participation. We make it really easy for anybody who wants to get involved to come and join the project and get to it. And that has allowed many, many people to come and have input. And so that really was quite instrumental to the success of Wikipedia. I guess the thing that we're the most proud of is how big Wikipedia is getting in terms of the number of languages. There are a lot of things that we do take pride in. We take pride in the quality of Wikipedia, which is always improving and something that we're very excited about. But for me, the global nature of Wikipedia is what I think is really, really important and really something new. I think we have an interesting place in the world in general. We're a huge, very, very popular website, the 5th most popular website. But everything that you see on the site is created by the volunteer community. We're organized as a charity, so unlike any other top website, we're a nonprofit that depends on the general public for the bulk of our funding. We're not funded by a few small corporate grants. We're funded mostly by everyone who gives 20 euros, 30 euros at the end of the year each year. That's a very unique business model, and it puts us in a unique place in the culture, I think. There's a lot of things that I think are important then for Wikipedia. Our neutrality is very important. It's important that we remain an open platform for people to come and try to achieve compromise and neutrality so that other people who come to read something, they don't get a one-sided view of the issue, they get an explanation of what the argument's about so that they can make up their own mind. So we're very different from any commercial organization. We're very different in other ways from any broadcast media, by which I would include newspapers and things like this. So it's quite a funny thing, Wikipedia. I guess my biggest message for people who are attending this conference, my biggest message about Wikipedia is that we're completely unlike every other organization who you might think about in this context. We are not here to represent the interests of Wikipedia in the same way that I would be if I were here representing the interests of a Google or a Facebook or a Yahoo, all of whom I think are quite admirable companies. But we're here to represent you, to realize that this is an expression of the community of the world. This is a charitable project to bring everyone together to create something really fantastic. And so when we think about how can we interact with Wikipedia, what is good about Wikipedia, what is bad about Wikipedia, I think we should all think about it in the sense of what can I do to help? How can I help to have the world community express things in this way? And in this way, I think that we are, in many ways, quite fundamentally in tune with the goals of the United Nations, which is, as an organization, not really here to represent the major countries or just the smaller countries or just this or just that, but really to represent everyone on the planet, to think about issues like peace, knowledge, education, health. How do we get these things to everyone in the world? And, well, hopefully we're here to help in some small way. Mesdames et messieurs, Jimmy Wales. Florence Devoire, vous êtes d'accord avec le patron sur tout? Bon, d'abord, il vous en a fait, mon ami Florence Devoire, vous avez entendu au début. Ce n'est pas le patron. Ah. Ce n'est pas le patron, personne n'est le patron de Wikipédia. Oui, mais c'est lui que je vois sur la page d'accueil qui me demande de l'argent à chaque fois. C'est différent. Ah. Oui, c'est différent. Il nous aide beaucoup à appeler effectivement au fond. Mais ça n'est pas le patron, c'est un point qui est important. Personne n'est le patron, et ce qui fait que nous avons tous la capacité de développer justement notre leadership sur le projet. Ceci étant, pour le reste, je suis entièrement d'accord avec lui. Et j'aurais aimé poser un peu pour rebondir sur ce qu'il vient de dire. Alors, rappelez tout d'abord que nous venons juste de célébrer nos 10 ans d'existence. C'est ça. Si on doit donner des chiffres, c'est Wikipédia disponible dans 270 langues. Vous me corrigez.
régulièrement consulté par quoi? Je me souviens plus, c'est 400 ou 400 millions d'internautes. 450 millions par mois, unique. La vidéo qui est sur votre site dit 400 millions. Chaque mois, plus de 11 millions d'ajouts, corrections, etc., sont effectués sur la base. Par combien de contributeurs? Et à peu près 17 millions d'articles. Et alors, pour le nombre de contributeurs, il est extrêmement difficile de le savoir puisque certains peuvent être anonymes. Donc ce qu'on sait, c'est que parmi les personnes enregistrées, au moins 70 000 personnes éditent Wikipédia tous les mois de façon très active. Alors moi, je voudrais quand même en profiter pour poser une question, pour refléter sur ce qui a été mentionné. Alors il m'est difficile de vous voir, mais est-ce que ceux qui ont déjà participé à Wikipédia pourraient lever la main, s'il vous plaît, hommes et femmes confondus? Ce qui est déjà pas mal. Ils sont très nombreux. Et maintenant, seules les femmes gardent les mains levées. Déjà, on est un petit peu plus... Voilà. Alors, on va juste mentionner quelques chiffres avant de démarrer un petit peu le débat. Juste pour dire, après qu'on ait calé cette table ronde, un papier est sorti dans le New York Times qui citait une étude disant seuls 13% des contributeurs de Wikipédia seraient des femmes. Oui, alors le problème c'est que je ne sais pas exactement d'où vient cette étude. L'étude la plus complète qu'on a eue a été réalisée en 2007. Elle reflétait quelque chose que nous savons intuitivement. Moi, j'ai commencé à contribuer à Wikipédia fin 2001 et j'étais la seule contributrice sur la version francophone pendant un certain temps. Oui, mais il y avait combien d'articles à l'époque? 200, 300. Voilà, c'est ça. C'était au début. Non, juste quelques chiffres. Alors, je les ai repris. C'est une étude qui a été faite en 2007 et qui a porté sur plus de 176 000 personnes. Et ce qui est intéressant, c'est de coupler à la fois le pourcentage de femmes qui contribuent et l'âge des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même 24% des participants qui ont entre 10 et 17 ans. Il y en a 24% qui ont entre 18 et 21 ans. Il y en a 27% qui ont entre 22 et 29 ans. Et puis, il en reste effectivement 24% qui ont nos âges, c'est-à-dire entre 30 et 85 ans. Donc ça veut dire que les 3/4 de ces contributeurs ont moins de 30 ans. Voilà, c'est ça. Donc on est sur une représentation type... C'est les skyblogs, votre truc. C'est un peu comme l'Algérie, c'est la proportion de la population d'Algérie. Donc oui, une première constatation, c'est qu'on a un faible pourcentage de participants au-delà de 30 ans. Et effectivement, on a une moyenne d'à peu près 25%. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a un énorme creux de vague, notamment entre 20 et 45 ans pour les femmes. Quand je parle d'un très gros creux de vague, on est dans les 15%, qui remontent généralement au-delà de 45 ans. Donc on a quelque chose qu'on observe, qui est simplement le fait que les femmes nous lisent à peu près autant que les hommes, mais ne contribuent beaucoup moins. Catherine Morin de Sailly m'envoie des œillades désespérées, vous vouliez dire? Alors non, je ne suis pas du tout désespérée. Pardon, on t'en prend. Ce qui me surprend, c'est les chiffres qui sont annoncés. Alors, je ne sais pas s'il faut y voir un lien de cause à effet, mais j'étais en train de me dire, quand vous avez cité 13%, quel est le pourcentage dans mon département? Il y a 745 communes de femmes mères, c'est 11%. Donc, on est dans une indication pratiquement parfaite en termes de participation. Et souvent, on trouve également le même gap en termes de tranche d'âge entre 20 et 45, voire 50 ans, parce que les femmes disent souvent être occupées à terminer leurs études, construire leur vie professionnelle et leur vie familiale. Donc tout ça est finalement logique. C'est juste que la sociologie des contributeurs j'allais dire de Facebook, de Wikipédia, est un peu différente. C'est une question de rythme, pas une question de population, d'autant que les femmes qui participent à Wikipédia, vous en êtes la preuve physique ici aujourd'hui, ont tendance à en faire plus que les hommes, même si elles sont moins nombreuses. Disons que quand elles s'investissent à fond. Et effectivement, elles contribuent davantage à un plus grand nombre d'heures que les hommes. Mais alors, on reprend tout à fait cette similarité. Ce qui est plus étonnant et qui nous amène un peu à nous poser la question par rapport, par exemple, à la participation dans les entreprises ou au niveau de la vie politique, c'est que là, on a quand même, je le mentionnais au début, peut-être un peu humoristiquement, Jimmy Wales n'est pas notre patron. On est dans un système où il n'y a pas de hiérarchie pratiquement, où tout le monde a la même opportunité. Il y a effectivement autant d'opportunités pour un homme que pour une femme. Et encore en français, on distingue souvent l'homme de la femme, mais dans beaucoup d'autres langues, comme l'anglais, il faut parfois être doué pour distinguer une contributrice femme au milieu des hommes. Donc il y a cet argument qui est apporté dans le milieu politique ou dans le milieu de l'entreprise, qui est de dire il y a des blocages qui sont. Chez nous, ils n'existent pas. Et pourtant, on observe cette disparité.
Sue Gardner, qui est la directrice générale, vous me corrigez en temps réel, de la Wikimedia Foundation, dit « Il est important d'augmenter le nombre de contributions des femmes. » Elle voudrait que ça arrive à 25% en 2015, car non seulement c'est une question d'égalité, mais c'est aussi une question d'amélioration de la qualité de Wikipédia. J'avoue que je ne suis pas vraiment d'accord avec elle. Oui, mais qualité en termes d'articles. Il a été mentionné dans la presse que certains articles sur des thématiques dites féminines étaient effectivement moins couverts que les thématiques dites masculines. Des comparaisons de bracelets brésiliens par rapport à des femmes politiques turques ou je ne sais plus. L'exemple cité par le New York Times, dont oui. je vous laisserai juger l'élégance, dit oui. Il y a 2 paragraphes sur Sex and the City et il y a des pages et des pages et des pages d'analyse détaillée de chaque épisode des Sopranos, qui est une série un peu plus masculine. Certains hommes le regardent Sex and the City et l'apprécient beaucoup. Je ne crois pas trop à ce genre de comparaison parce qu'elle reflète simplement l'intérêt populaire. Donc nous, tout ce qu'on se dit, c'est qu'on est là pour durer. On est déjà là depuis 10 ans. Et les articles évoluent progressivement. Alors effectivement, il y a un déficit de certaines thématiques pour l'instant, mais ces thématiques évoluent malgré tout. Donc on en est content. Ce qui nous gêne davantage, c'est que finalement, au sein de la communauté, nous, on a envie d'avoir une population un peu plus équilibrée parce que les femmes apportent une autre perspective, apportent un petit peu de douceur dans un monde qui est quand même extrêmement rude pour ceux qui ont réellement essayé de participer. C'est un monde très rude avec beaucoup d'arguments qui durent très longtemps, avec des remarques relativement racistes, sexistes, désagréables, agressives, avec des arguments fallacieux, avec ce qu'on appelle des trolls. Donc c'est vrai que c'est un environnement assez dur et généralement les femmes aident un petit peu à adoucir ce genre de choses, malgré tout. Et l'argument principal, la raison principale pour laquelle on estime qu'il y a moins de femmes, c'est pas une façon de refuser les femmes ou de ne pas être amical vis-à-vis des femmes, c'est plus le fait qu'on a tendance à favoriser la présence de certains traits de caractère. Il s'agit de traits de caractère comme par exemple la résistance au stress ou la résistance à de l'agressivité gratuite parfois, qui se retrouvent davantage chez les hommes et chez les femmes. Alors peut-être que je fais un petit peu des remarques qui vont choquer certaines personnes, mais c'est comme l'impression qu'on en a. Peut-être que quelqu'un peut refléter là-dessus, sur cette problématique traits de caractère. Je manque à tous mes devoirs, Agnès Touraine, tenez un micro. Non, moi je suis assez d'accord avec ça. J'aurais juste fait un raccourci pour m'être occupé des CD-ROM Larousse en 87. Quand on a commencé à cette époque chez Larousse, on pensait que le CD-ROM c'était juste impossible, ça ne marcherait jamais. Ensuite, on a vu Encarta arriver, on a dit c'est juste impossible que les Américains concurrencent Larousse. Et maintenant, on voit du user-generated content. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est que l'encyclopédie et la connaissance ont toujours été vues comme des contributions de l'élite. Vous allez dans les milieux intellectuels, dans les milieux encyclopédiques, c'était certains qui avaient le pouvoir, la connaissance et le savoir, c'était tout juste pas possible que d'autres l'aient. Donc il y avait une captation de cette connaissance et de ce savoir. Ce qui me frappe sur Wikipédia, c'est qu'on retrouve un peu ce modèle-là. C'est-à-dire qu'on retrouve une sorte de captation un tout petit peu de la connaissance par les hommes, et ce qui est vraiment intéressant, c'est de s'interroger effectivement pourquoi les femmes n'y vont pas. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que les femmes sont très utilisatrices. Moi qui m'occupe des jeux vidéo, je peux vous assurer que les femmes aujourd'hui sont majoritaires en jeux vidéo sur Internet, ce qui est quand même assez extraordinaire. Donc ce qui serait intéressant, c'est est-ce que Wikipédia reflète une certaine forme de société que les femmes, peut-être à juste titre, rejettent un tout petit peu, non pas en consultation mais en contribution. Si c'est le cas, pourquoi et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et est-ce qu'il faut vraiment les obliger ou est-ce qu'il y a d'autres moyens pour elles de s'exprimer? Donc est-ce qu'on est obligé de les amener dans la norme qui est la norme Wikipédia? Moi j'aime beaucoup Wikipédia. Encore une fois, venir de la Rouge, je trouve ça absolument fantastique. Maintenant, il y a probablement, comme vous dites, un système de rapport de force et de captation de la pensée intellectuelle, d'une certaine pensée en tout cas, et d'élite qui est particulièrement masculine. Donc c'est probablement à Wikipédia ou c'est aux femmes de créer quelque chose à côté ou dedans qui permettent de pallier ça. Wikipédia est pas différent finalement du reste de l'écosystème technologique. On est à l'image de ce qu'on voit dans toute la création, la chaîne de création de valeur de la technologie depuis longtemps. Alors c'est un peu brutal, mais je sais pas, Isabelle Juppé, Tex, ça rime avec mec, quoi. Non, en fait, on a l'impression qu'il y a effectivement la prolongation de ce décalage
entre d'un côté un nombre croissant de femmes qui sont utilisatrices, et je crois que Natacha a des chiffres là-dessus. C'est vrai que ça soit dans les activités de commerce en ligne, sur les réseaux sociaux évidemment, et de plus en plus sur Twitter ou dans toutes les activités en ligne, elles sont vraiment quantitativement de plus en plus nombreuses. Donc ça, c'est une vraie tendance. Elles sont aussi évidemment aussi utilisatrices que les hommes, si ce n'est plus aussi sur le mobile. Donc il y a une vraie présence féminine, et paradoxalement, il y a une minorité féminine aux commandes. Et là, effectivement, c'est vrai dans le monde en ligne, mais c'est vrai dans le monde réel aussi. Et aux commandes, alors on a, je sais pas moi, 10, 15, 20 exemples un peu emblématiques. On est capable de citer une dizaine de noms de femmes qui ont réussi, qui ont créé, qui ont vraiment été à l'origine d'aventures sur Internet formidables. Mais la réalité, il faut être vraiment objectif, c'est qu'il y a quand même peu de femmes aux commandes. Alors, est-ce que c'est parce que elles sont très 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 minoritaires dans le domaine scientifique, technologique? Est-ce que c'est parce que c'est l'image du geek un petit peu autiste, le garçon qui fait peur, et qui est cette espèce d'image qui est en train de continuer à se développer dans l'esprit des jeunes filles à l'école, et que du coup il y a peu de jeunes filles qui s'orientent vers des carrières scientifiques, technologiques? Ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Mais c'est vrai que c'est toujours un débat difficile de caractère ou autre, ce que Florence disait sur des traits de caractère qui sont plus typiquement masculins que féminins et qui sont nécessaires dans ce monde de brut. C'est vraiment difficile. Mais en tout cas, ce décalage existe. Mais après, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et moi, je préfère le voir à moitié plein et voir que les valeurs féminines, si on peut parler de ça, de communication, de désir de dialogue et de se battre aussi, sont tout à fait en phase avec ce monde de l'Internet, et que ça va aller de mieux en mieux. Alors c'est intéressant, la question sur Internet est arrivée plus vite que je n'ai pu la poser à Natacha. On dit mais les chiffres des femmes sur Twitter, sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Là par contre, elles sont pas du tout sous-représentées. Non, pas du tout. Si on regarde au niveau mondial, d'ailleurs, si vous êtes sur Twitter, vous regardez, j'ai tweeté une infographie avec plusieurs chiffres sur Natacha QS. Non, il y a des chiffres qui le montrent. Alors après, on peut discuter du pourcentage, mais c'est à peu près moitié-moitié, voire supérieur. Donc les femmes utilisent plus les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, passent plus de temps, s'investissent plus. Alors on peut se poser la question, comment ça se fait que ça ne se reflète pas dans le monde de l'entrepreneuriat ou dans le monde des femmes qui s'investissent dans la société? Mais je crois tout simplement que c'est que nous sommes en pleine période de transition et que nos rôles modèles sont en train de changer. Donc effectivement, en France, on a un certain nombre d'entrepreneuses qui sont reconnues comme étant en tant que telles, en tant qu'entrepreneurs en fait. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'être mais il y a une création de réseaux dans les femmes et le numérique. Par exemple, moi j'anime Girl Power 3.0 avec Tatiana Salomon. Il y en a d'autres. Il y en a de plus en plus qui se créent. C'est très important que les femmes en deux puissent mots, qu'est-ce échanger. que c'est que Girl Power Alors, notre idée, c'est que le numérique est un outil d'émancipation pour les femmes. Alors, je ne pense pas simplement pour la communication, pour prendre la parole, mais aussi pour s'investir, pour créer des entreprises, pour développer tout ce qui est un peu les nouveaux métiers. Et je pense que dans les nouveaux métiers de l'Internet, par exemple, ou du numérique, il n'est pas nécessaire forcément d'avoir des connaissances technologiques. Enfin, c'est comme ça que je le vis, moi, dans ma société. Je pense qu'il faut avoir des idées et il faut déjà se dire que c'est possible. Parce que c'est un domaine où il n'y a pas de plafond de verre. Il n'y a pas besoin de sortir d'une école séculaire pour pouvoir émerger dans le numérique. Il y a des développeurs qui ont 14 ans, on en connaît un peu partout dans le monde, qui développent des jeux sur iPhone ou iPad et qui commencent à avoir un business qui fonctionne. Alors pourquoi pas des jeunes filles? Enfin, finalement, le problème est lié à la représentation. Alors la prise de parole aussi. On sait effectivement que ce n'est pas évident dans l'univers numérique, parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, mais en fait on est dans une société assez violente. Ça nous demande aussi d'apprendre à prendre la parole, à se dire qu'on peut, de ne pas avoir une mauvaise image de soi. Donc j'allais dire que c'est tout un travail de fond que les femmes doivent faire entre elles, et peut-être être aussi un peu plus solidaires. Mais ça, c'est en train de je pense que ça émerge à peu près partout dans le monde. Catherine Morin-Desailly, c'est toujours le même problème? C'est une question de conditionnement dès le plus jeune âge? À ça, j'en suis absolument convaincue. Au Sénat, on a conduit une étude conjointe sur la délégation aux droits des femmes et puis le groupe Médias et Nouvelles Technologies. On a voulu travailler un petit peu sur l'image de la femme et de l'homme dans l'audiovisuel. Et on s'aperçoit que tout système de représentation, donc par définition l'audiovisuel, véhicule un système de valeurs. Et pour moi, Internet est également, bien sûr, un système de représentation également, qui n'est guère finalement différent de ce que vous pouvez voir sur les écrans.
Les études ont montré, Michel Reiser du CSA a fait une étude qui a été commandée par Valérie Létard, secrétaire d'État à la parité à l'époque, c'était il y a 3 ans, qui démontre, contrairement à ce dont vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de femmes sur les écrans, qu'en définitive, quand elles sont présentes, c'est toujours sous forme, par exemple, de témoignages ou dans les journaux télévisés, sous forme de témoignages quand elles sont des victimes. Les experts sont toujours les hommes. Et je rejoins ce que disait Madame Touraine, c'est-à-dire que la connaissance est captée généralement par les hommes. Frédéric Tadei vous dirait que sur son plateau, chaque soir, il y a plus d'hommes que de femmes, parce que aussi les femmes ne sont pas forcément, de par ce schéma représentatif qu'elles ont finalement fini par assimiler, et il y a le rôle de l'école par ailleurs, eh bien, les femmes ont globalement peut-être moins confiance en elles ou estiment qu'il faut davantage de compétences avant de prendre la parole. Ce qui pourrait expliquer qu'elles interviendraient sur Wikipédia que si elles sont sûres de ce qu'elles ont à y mettre. Je crois qu'il y a une forme de rigueur et d'autocensure du coup que les femmes s'imposent. Mais moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est ce que je viens de voir là en tweet en disant est-ce que c'est pas un combat d'arrière-garde et la génération Y, il n'y a pas de différence. Attendez, je vous assure, pour être prof à Sciences Po, entre autres, il y a les générations Y, malheureusement, fait autant de différences. Et je m'occupe notamment aussi de financer des start-up. Je vous assure que le nombre de start-up aujourd'hui conduites par des femmes, par le nombre de start-up conduites par des hommes, malheureusement, on n'y est pas encore du tout, même si ça progresse, même s'il y a des entrepreneuses en France qui sont absolument remarquables, même si eBay a été managé par une femme remarquable. Donc, il faut faire très attention aussi à ne pas dire attention, c'est un combat d'arrière-garde, attention, ça va évoluer. Je crois qu'il y a quand même une vraie question aujourd'hui sur le savoir. Pareil pour la presse quotidienne. La presse quotidienne aujourd'hui est écrite par des hommes. Et lisez les courriers des lecteurs. Les courriers des lecteurs, il doit y avoir 3/4 de contributions masculines. Donc c'est pas un sujet d'arrière-garde. Maintenant, il faut trouver les solutions. Les solutions, évidemment, c'est un monde masculin. Mais je crois que ce qui est vraiment important, c'est d'encourager les femmes, en tout cas à contribuer, et encourager les femmes à dire que leur contribution est intéressante et utile. Mais mettons pas la poussière sous le tapis, comme dirait quelqu'un qu'on connaît bien, parce que franchement, je crois que c'est pas encore tout à fait résolu et que Wikipédia peut jouer un rôle fondamental dans aider les femmes à s'exprimer sur la toile et ailleurs. Mais de fait, moi qui rencontre beaucoup de start-up et maintenant beaucoup de start-up avec des jeunes femmes de moins de 30 ans à leur tête, elles vous parlent de leur boîte, elles vous parlent de leurs produits. La première chose dont elles vous parlent n'est pas de leurs conditions de femmes entrepreneuses. Et d'ailleurs, ça vient même pas dans la suite de la conversation. Peut-être que la question finalement est pertinente. Peut-être que pour la génération Y, ça devient une question qu'on se pose après ou peut-être plus tard dans la vie d'ailleurs. Oui, enfin, je pense pas être une représentante de la génération Y, mais enfin, je pense que forcément, on ne se rend pas nécessairement compte du combat collectif. Ce que je veux dire, c'est que les générations passées, les femmes se sont battues pour nous, et aujourd'hui, on a une vision du féminisme comme si c'était quelque chose de ringard, etc. Or, si nous avons pu avancer, c'est grâce au travail qui a été fait avant nous, et il y a aussi des régressions aujourd'hui. Donc, il ne faut pas avoir un discours, je pense, conservateur ou qui nous ferait revenir en arrière et séparer les hommes et les femmes. Si les femmes avancent, ça aide l'ensemble de la société à réfléchir mieux sur le fond, à faire progresser les choses. Mais pour tous, je pense qu'il faut arrêter d'opposer l'un et l'autre. Non, je tombe sur une question qui me plaît beaucoup, qui dit pourquoi que des hommes pour le débat sur Wikileaks et que des femmes pour le débat sur Wikipédia. À quand la mixité? Mais les hommes étaient très civils hier soir, et vous aussi. Mais c'est vrai que la mixité aurait peut-être apporté des choses. On le disait, problème de rôle modèle, hein, si on le disait en presque français. Problème peut-être de conditionnement à l'école, de réplication sociale. Finalement, on fait les choses ainsi qu'on les a toujours faites. Pour autant, est-ce que... quelle était la question exacte? On voit ces nouvelles générations qui, elles, avancent, se posent pas les mêmes questions et finalement seront le rôle modèle de celles qui arrivent derrière elles. Donc tout n'est pas perdu et finalement c'est pas par la décision du haut, c'est pas forcément par la législation que ça va se résoudre. Est-ce que finalement, un peu comme sur Internet, et j'en arrive à ma question précise, tout ça va pas venir de la base? À qui veut? La parole est libre. Je pense qu'il faut, pour faire évoluer la société, il faut s'organiser. Donc les choses ne se font pas toutes seules. Oui, mais est-ce qu'on en arrive, je sais pas, à la discrimination positive, voyez, surtout quand on parle d'entrepreneuriat, qui est vraiment l'essence de l'initiative individuelle. Je pense déjà en tant que femme, c'est pas facile d'émerger dans ces milieux-là. Donc ça, toutes on témoigne, d'avancer dans la vie, de passer certaines le plafond de verre, ce n'est pas évident. Donc je pense qu'il y a certaines questions qui ne se posent pas quand on est dans la vie économique. On voit bien qu'il y a des difficultés.
Les femmes sont le premier à le subir, la précarité, etc. Donc non, je pense qu'il faut essayer d'être solidaire. Enfin, ça, je pense que c'est le plus important. Et les réseaux féminins, encore une fois, hein, je ne parle pas spécialement de celui que j'anime, c'est très important pour libérer la parole et partager des expériences et soutenir. Citons-en d'autres, il y a Girls in Tech, il y en a d'autres aussi, évidemment. Oui, non, j'allais justement rebondir là-dessus, en disant que le seul fait qu'on en parle ce soir, ça veut dire que c'est quand même un sujet. Et pas forcément parce qu'il y a des questions qui vous disent, mais finalement, c'est un non-sujet, c'est la bouteille à l'encre, ce qui est tout à fait pareil. normal, c'est qu'effectivement, les jeunes filles de 18 à 25 ans ne pensent pas à ça. Ça, c'est tout à fait normal. Qu'elles soient, en revanche, accompagnées par des réseaux qui se créent aujourd'hui, et de plus en plus, ce fait-là qu'il y ait de plus en plus de réseaux féminins dans les 10 dernières années, je ne sais pas, Natacha, si tu sais le nombre de réseaux féminins qu'il y a, mais entre Girl Power 3.0, les CyberL, Girls in Tech, enfin, il y en a de plus en plus. Donc, ça doit quand même bien répondre à un besoin d'accompagnement et de quelque chose qui a une vraie justification. Et un besoin de networking un peu spécifique que comprennent pas toujours les garçons d'ailleurs. Florence Devoix. J'aimerais bien refléter sur une idée supplémentaire qui a été mentionnée à un moment donné et qui disait un des principes fondateurs de Wikipédia est basé sur la neutralité de point de vue. Donc, quelle importance que ce soit un homme ou une femme. Parce qu'effectivement, les participants ne vont pas donner leur propre avis, leur propre position, ils vont simplement collecter les positions qui existent et les reporter. Un autre principe fondateur de Wikipédia, c'est l'ouverture. Et une des raisons de cette ouverture, c'est qu'on est conscient que chaque être humain a des petits bouts de connaissances et on a besoin de chacun de ces petits bouts de connaissances, de toutes ces personnes pour participer. Alors là, on est quand même en train de se transformer en débat franco-français. La Wikipédia francophone n'est pas uniquement rédigée par des Français. Elle est rédigée par des Belges, des Suisses, des Luxembourgeois, mais aussi des Canadiens, et puis des Algériennes, des Tunisiennes, des Marocaines, des Égyptiennes, etc., etc. Et ce sont des personnes qui actuellement sont très peu présentes. Alors pas tout à fait pour les mêmes raisons, ça peut être des raisons d'accès. Hein, les femmes africaines n'ont pas toujours une liberté d'accès à Internet qui est tout à fait facile. Elles n'ont pas tout à fait le sentiment qu'elles ont la possibilité de s'exprimer. Donc pour nous, il y a toute cette problématique-là. Est-ce que c'est un combat d'arrière-garde? Moi, tout ce que je peux dire, c'est que le sujet, c'est quelque chose que nous évoquons en interne depuis longtemps. Il existe un petit cercle interne qu'on appelle les Wikichicks. Donc les Wikichicks, c'est un petit réseau similaire à ce qui est créé avec les filles de Linux, avec les filles d'autres mouvements open source. Dans l'open source, il y a environ 3% de femmes. Donc on se débrouille finalement pas si mal. Donc on a déjà depuis plusieurs années un petit cercle de réflexion qui va surtout aider les femmes qui sont victimes de stalking et de sexisme sur Wikipédia. Alors moi, j'avoue ne jamais m'être sentie vraiment confrontée au problème, et certaines ne le sentent très violemment. Et puis en interne aussi, on vient d'ouvrir une liste de discussion qui est destinée à discuter du gap qui existe au niveau des genres. C'est une liste qui est ouverte aux hommes comme aux femmes, et c'est un problème qu'on étudie ensemble, et pour nous, c'est quelque chose qui est important. Donc c'est pas uniquement avec des jeunes également, puisque de toute façon, nous sommes une majorité de jeunes. Agnès Touraine. Et pour répondre de nouveau à la question, pourquoi Wikipédia a un rôle plus fondamental à jouer que d'autres sites? De nouveau, parce que c'est un site autour de la connaissance. Et ce qui me frappe encore le plus sur Internet, de nouveau, et dans le monde en général, c'est que ce qui est autour du pouvoir de la connaissance est encore très masculin. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Il vaut mieux que ça évolue, je pense. Mais la mixité, qu'on dit qu'est-ce que ça peut faire qu'un article soit écrit par un homme, pas une femme, rien en soi, c'est un peu dérangeant quand 90% sont écrits par des hommes. Donc on revient simplement à la problématique de la mixité. Est-ce que la mixité est utile dans la société? Je crois que notre conviction est probablement oui, mais c'est un autre débat. Donc c'est toujours troublant quand on se dit pourquoi certains organes ou pourquoi certains médias ne sont pas du tout mixtes ou sont toujours pas mixtes. Et c'est plutôt ce débat-là qui est important. Moi, je suis convaincue qu'on va y aller, qu'on va y arriver, mais c'est important quand même de débattre et de se battre un peu pour, parce que c'est toujours triste d'avoir des véhicules de pouvoir, de connaissances, etc., qui soient insuffisamment mixtes ou pas mixtes du tout. Dans le peu de temps qui nous reste, Florence Devoix, 2 mots sur les 10 prochaines années. C'est quoi Wikipédia dans 10 ans? C'est juste la même chose en plus gros? C'est autre chose? Parce que dans la Wikimedia Foundation, il y a beaucoup de choses qui sont... Parfois, on se croit un peu chez Google. Il y a des choses qu'on essaie et puis on voit, ça accroche pas. Moi, je me souviens, j'avais parlé très excité comme une puce de Wikinews.
Bon, finalement, ça n'a pas aussi bien marché finalement que des sites coopératifs sur l'info. La Wiki University, ce partage du savoir plus direct que juste la base de connaissances que rassemble Wikipédia, vous y croyez aussi? Alors, pour l'avenir, je donnerai 3 points, 3 directions. La première, c'est qu'effectivement, Wikipédia est le projet le plus connu, mais il en existe une dizaine d'autres. Il existe, par exemple, un site d'objets médias libres, qui est Wikimedia Commons, ou Wikisource, qui est un compendium de textes de référence, ou Wikibooks, qui sont des ouvrages pédagogiques. Donc, il existe beaucoup d'autres projets. Certains marchent mieux que d'autres moins bien. Donc il reste à voir un peu ce qu'on va faire avec tout ça et comment on va le faire évoluer. La deuxième grande direction de travail pour nous, c'est l'accès mobile. Et à nouveau, je reviens un petit peu à cette problématique des pays, notamment africains et en Asie. La plupart des gens qui accèdent à Wikipédia actuellement, depuis ces pays-là, accèdent à Wikipédia depuis des plateformes mobiles et non pas depuis des ordinateurs fixes comme on le fait beaucoup plus en France. Donc pour nous, il y a un vrai challenge parce qu'on veut que ces personnes accèdent au contenu, mais également qu'elles contribuent. Et sur un téléphone cellulaire, ils le font, mais c'est pas évident. Et la troisième grande direction, c'est absolument d'arriver, toujours dans ce principe d'ouverture, à favoriser la participation de gens de pays qui sont pour l'instant sous-représentés. On est en train de beaucoup travailler notamment en direction de l'Inde, de l'Amérique du Sud et des pays de l'Afrique du Nord. Une question perfide, si ce site est anonyme, comment mettre avant les articles de femmes? Mais faut-il les mettre en avant d'ailleurs? Bon, on n'a pas envie, de toute façon les articles sont mixtes. Natacha? Oui, je voulais juste dire que j'ai de la sympathie pour Wikipédia, bien entendu, mais c'est vrai que le terme même de neutralité, il pourrait y avoir débat dessus, puisque même en France, on voit que quand on y contribue, il y a effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, Florence, beaucoup de trolls, de combats politiques. C'est très difficile de s'exprimer sur certains sujets. C'est la question de la gouvernance de Wikipédia. Oui, donc je pense aussi que ça reflète aussi, je crois, c'est que les femmes n'ont pas nécessairement envie de se battre pour corriger un article et de débattre pendant des jours et des jours. Il faut aussi voir qu'il y a cet aspect-là et qu'il n'y a pas toujours toutes les sensibilités politiques et les points de vue qui peuvent s'exprimer aussi, parce qu'il y a des combats aussi, j'allais dire, de gouvernance et politique derrière tout ça. Donc ce qui est intéressant aussi, je crois, c'est l'arrivée des réseaux sociaux aussi, depuis quelques années, et le fait qu'on voit des communautés fluides, on voit l'impact que ça peut avoir politique, comme en Afrique du Nord actuellement dans les mouvements, et donc les femmes prennent la parole. Ça, je trouve que c'est une bonne nouvelle, et on devrait plutôt l'encourager que de se demander si c'est un discours d'arrière-garde. Laurence Devoire? Il faudrait mieux que les autres personnes fassent également des commentaires. Il ne faut pas que je reste la seule à parler. Moi, je voudrais faire des commentaires sur ce qui défile là sur l'écran. Pourquoi les filles en chimie, biologie, les garçons en informatique. Ça, c'est des questions que se pose l'éducation nationale et a bien conscience qu'il y a un problème dès le départ d'orientation, tout simplement. Quand vous allez au supermarché au moment de Noël et que vous voyez que les petites filles sont guidées vers la petite ménagère et puis les garçons vers les voitures téléguidées, ça commence à ce stade-là, j'ai envie de dire. Mais à l'école, ça se poursuit. Encore une fois, on voit bien à la façon dont les filles sont orientées. Donc je crois qu'il y a tout un travail que fait à l'heure actuelle l'éducation nationale, qui a bien conscience qu'il y a certaines filières dans lesquelles les filles réussissent tout aussi bien, si ce n'est mieux, et qu'aucune filière, à l'inverse, pour les garçons, n'est réservée à un sexe plutôt qu'à un autre. Tout ça, c'est un conditionnement, encore une fois, une représentation et des valeurs que, à notre corps défendons, on reproduit, y compris dans le monde du net, qui est un monde comme un autre. Mesdames, je vous remercie infiniment sous les applaudissements de la salle et je vais passer la parole à Thierry App, notre seigneur et maître et cofondateur de NetExplorateur.